Erev Tov à tous, Hanouka Sameach, Shavua Tov, même si la fête de Hanouka est déjà assez bien entamée, on peut toujours étudier des halachot de Hanouka, on peut toujours apprendre, et en plus on a la mitzvah d'apprendre Ilchot Chag Bechag, les lois de la fête pendant la fête, donc c'est l'occasion. Euh, Où placer les nérotes de Hanouka? C'est vrai qu'on a déjà allumé vendredi, on a déjà commencé à allumer pour les premiers jours, mais quel est le meilleur endroit pour placer les nérotes de Hanouka? Il faut savoir que l'esprit de l'allumage des nérotes de Hanouka, c'est Pirsumé Nissa, le fait de publier le miracle. À l'époque de la Mishnah et de la Gemara, on place les nérotes de Hanouka à la porte. On dit même que celui qui aurait deux portes donnant sur le domaine public, il devrait allumer deux Hanoukiot parce que si on voit que sa porte, si on voit qu'une porte n'a pas les nérotes de Hanouka, on peut soupçonner son propriétaire de ne pas faire la mitzvah. Donc bien sûr, de nos jours, il n'y a plus cette règle du soupçon parce que on n'allume pas toujours systématiquement à l'extérieur, mais il est clair qu'à l'époque de la Mishnah et de la Gemara, c'est à la porte qui donne sur la rue qu'on allumait les nérotes de Hanouka. Avec l'exil, avec les pérégrinations et le fait que le Ham Israël et les communautés se soient retrouvés souvent dans des environnements plus ou moins hostiles, l'habitude a commencé à se répandre de ne plus allumer à la porte de la maison, mais plutôt à l'intérieur, sur la table, à l'intérieur de la maison, en tout cas de façon à ce que ce soit plus discret. Dans les communautés sfarades, avec l'influence de la Kabbalah tout particulièrement, on avait l'habitude, et c'est le cas aussi dans beaucoup de communautés chassidiques, d'allumer, certes à l'intérieur, mais près de la porte d'entrée, en face de la mezouza. C'est-à-dire, quand on entre, on a à droite la mezouza, on embrasse la mezouza en entrant, et on a à sa gauche les nérotes de Hanouka, le mur donc qui est à la gauche de la mezouza, et c'est là-bas qu'on plaçait la Hanoukia, les nérotes de Hanouka, de façon à être entouré de mitzvot comme stipulé dans le Shulchan Aruch. Maintenant, bien entendu, on a moins peur des voisins. En tout cas, ça dépend dans des pays. La plupart des communautés juives se trouvent dans des pays où on n'est pas inquiété par les voisins. Donc, on peut allumer de façon à faire le Pirsum Hanes, la publication du miracle de la meilleure façon possible. Et donc si on a une fenêtre qui donne sur le domaine public, c'est plutôt cet endroit-là qu'on choisira pour allumer les nérotes de Hanouka. C'est là effectivement que la publication sera la plus optimale. Et encore une fois, on avait déjà dit d'ailleurs que la Pirsum Hanes pouvait se faire, y compris vis-à-vis de passants non juifs, puisque l'heure qui était donnée par la Gemara était Ad shetichle regel minashuk, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de passants. Et de quels passants parle-t-on? On parle des Tarmodae. La Gemara dans Masechet Shabbat nous dit qu'on parle d'un peuple, d'une ethnie qui s'appelait les Tarmodaïm. Et ces gens-là étaient des gens qui vendaient des allumettes. C'était les dernières personnes qui restaient dans le domaine public quand la nuit tombait. C'est ceux qui restaient le plus tard, parce qu'il pouvait y avoir toujours des gens qui sortaient pour leur demander des allumettes. Et tant qu'ils étaient dans la rue, alors on était dans le laps de temps idéal pour allumer les nérotes de Hanouka. Donc on voit que le Pirsum Hanes se fait, y compris vis-à-vis des vendeurs d'allumettes et des passants, qui ne sont pas nécessairement des juifs. Alors, maintenant, quand on dit qu'on le met à la fenêtre, qui donne sur le domaine public, ça dépend dans quelle situation. Il y a une hauteur spécifique, il y a une hauteur où on doit placer les nérotes de Hanouka. Dans Masechet Shabbat, on en dit qu'on doit mettre les nérotes au-dessus de 3 tfachim, c'est-à-dire 3 paumes, 3 palmes. Une paume étant mesurée environ à 8 cm, il y en a qui la mesurent un peu plus, il y en a qui la mesurent un peu moins, mais disons que pour les shiurim classiques, la vision classique des shiurim, elle est de 8 cm. La paume, le tefar, est de 8 cm. Donc quand on dit au-dessus de 3 tfachim, ça veut dire au-dessus de 24 cm du sol, et de préférence en dessous de 10 tfachim, en dessous de 80 cm du sol. C'est-à-dire qu'elles doivent être placées, les nérotes de Hanouka, en fait, relativement bas. Alors pourquoi cette hauteur? Alors Rava explique dans Masechet Shabbat
Rava, c'est un des sages de la Gemara, un très célèbre Amora. Il explique dans Masechet Shabbat que la raison pour laquelle on place les Nérot de Hanouka bas, c'est justement pour montrer qu'elles ne sont pas là pour éclairer. Quand on récite le Hanéort à l'Alou, le texte après l'allumage, on dit explicitement que les Nérot de Hanouka, les lumières de Hanouka, ne sont pas là pour éclairer, ils ne servent pas d'éclairage. C'est vrai qu'on s'éclairait avec des lampes à huile à l'époque, et donc quand on voit des lampes à huile, on peut se dire, bah, ça sert d'éclairage, mais si tu tiens à bien t'éclairer, alors à ce moment-là, tu les mets en hauteur. Il y a des lustres, des endroits où on met les lampes à huile, et les lampes à huile sont bien suspendues pour pouvoir avoir un maximum d'effet. Et quand tu mets les Nérot de Hanouka bas, eh bien, tu montres clairement qu'elles ne sont pas là pour un usage domestique. Elles ne sont pas là pour éclairer ton activité, pour te permettre de lire ou quelque chose d'autre. Elles sont là juste pour manifester, pour exprimer quelque chose. Et c'est pour cela qu'on les met en dessous de Ditfachim, en dessous de ces fameux 80 cm. Et pourquoi alors? Pourquoi pas sur le sol? Pourquoi pas directement à même le sol? Eh bien, le Maharam de Rothenburg l'explique. Maharam de Rothenburg, c'est ce qu'on appelle un Rishon, c'est un des commentateurs médiévaux très connu, une référence de Halacha. Le Maharam de Rothenburg étant un port en Allemagne. Le Maharam de Rothenburg explique pourquoi on ne place pas les Nérot de Hanouka sur le sol. C'est parce que si on laissait les Nérot de Hanouka à même le sol, on penserait qu'ils ont été placés là par hasard. Or, au contraire, on ne veut pas que ce soit quelque chose qui paraisse anodin, on ne veut pas que ce soit une lampe qu'on ait eu l'impression d'avoir oublié. Ça doit être quelque chose qui a été placé volontairement, mais volontairement bas. Donc c'est clair que c'est là pour publier quelque chose, pour manifester quelque chose. Ce sont les Nérot de Hanouka, donc ça publie le miracle. Maintenant, c'est pas toujours possible de placer des Nérot bas, surtout quand on les met à la fenêtre. Les fenêtres sont toujours un peu plus haut que 80 cm, donc quand on est dans un appartement et qu'on place les Nérot à la fenêtre, évidemment, elles seront au-dessus de 80 cm du sol. Néanmoins, ça vaut quand même le coup de les mettre à la fenêtre tant qu'on est à moins de 20 amas du sol, de 20 coudées. Pourquoi? Au-dessus de 20 coudées, les passants ne verront même pas ces nérotes de Hanouka. Mais si je suis au premier étage ou au deuxième étage, et donc je suis en dessous de ces 20 amas, même si je ne suis pas dans la situation idéale qui est en dessous de Ditfachim, comme le préconise la Gemara, je reste dans le cadre du Pirsum Hanes, et donc c'est mieux de le mettre à la fenêtre. Donc, mais maintenant, si je suis au troisième étage, et que je n'ai pas de vis-à-vis, il n'y a pas de voisins qui pourront eux aussi voir ces nérotes de Hanouka. Alors à ce moment-là, je n'ai plus de raison de les mettre à la fenêtre. Les passants ne vont pas voir, j'ai pas de voisins en face qui vont voir ces nérotes de Hanouka. Dans ce cas-là, mieux vaut les allumer à l'intérieur de la maison et derrière la porte, à gauche de la porte, à gauche de la porte quand on rentre dans la maison, donc à droite de la porte quand on est à l'intérieur, de façon à avoir la mezouza d'un côté et les nérotes de Hanouka de l'autre, et suivre en cela le Shulchan Aruch. Mais si on est à moins de 10 mètres, qu'on est au premier étage, au deuxième étage, ou même plus haut, mais qu'on a des voisins d'en face, on a un vis-à-vis, et il y a des gens qui vont assister à ce Pirsum Hanes, à ce moment-là, c'est mieux de mettre les nérotes de Hanouka à la fenêtre. Est-ce que toutes les Hanoukiyot, toutes les structures où on met avec les 8 emplacements pour mettre les bougies sont valables? Il faut savoir que c'est rappelé dans l'Alcha, dans le Rama, dans le Shulchan Aruch, que les nérotes doivent être placés en ligne droite. S'il y a un décalage, c'est placé en rond ou de façon irrégulière, et qu'il y a une chance que les bougies puissent fondre l'une sur l'autre ou s'entremêler, à ce moment-là, ça ne ressemble plus à des nérotes clairement séparées, à des bougies clairement séparées. Ça peut faire penser à ce qu'on appelle une medoura, à une cheminée. On voit des flammes qui pourraient presque se réunir, des flammes en rond, des flammes en quinconce, je ne sais pas, dans toutes sortes de formes. À ce moment-là, les nérotes de Hanouka n'ont plus l'air d'exprimer un chiffre, de montrer que voilà, on est le 3e, le 4e jour, mais c'est une medoura, et à ce moment-là, ce n'est pas valable. On m'a montré des nérotes de Hanouka
fabriquer une Hanoukia faite en imprimante 3D avec un dinosaure avec des, qui portait des supports pour pouvoir mettre des bougies dessus. Bon, ben, le dinosaure, il est pas droit. Et donc, les nérodes de Hanouka ne sont pas bien alignés. Et bien là, ça pose un problème. Ça pose un problème et c'est pas vraiment caché. Alors, de quelle façon allumer? Dans quel ordre? Évidemment, on a déjà commencé. On allume selon le minhag le plus répandu. C'est celui du Shulchan Aruch, c'est celui qui est rappelé dans le Shulchan Aruch. C'est vrai qu'il y a d'autres façons de faire dans les décisionnaires. Vous avez l'opinion du Tour et Zahav, du Rav David Halevi Segal, qui est un des commentateurs un des commentateurs de référence du Shulchan Aruch. Vous avez l'opinion du Gaon de Vilna, qui est suivi aussi par certains de nos jours, mais la façon la plus répandue, c'est celle qui est adoptée aussi bien chez les Sfaradim, chez les Ashkenazim, les Chassidim. On place en premier, le premier soir, le Ner Hanouka à sa droite. À sa droite, c'est le plus à droite, on a la Hanoukia en face de soi. L'emplacement qui est le plus à droite, c'est l'endroit où on doit placer la première bougie ou le premier godet qui contiendra l'huile de la flamme du premier soir. Il doit être à droite. Et c'est celui qu'on va allumer évidemment. Le deuxième soir, on va rajouter une nouvelle bougie à gauche de la première. À gauche de la première, et on allumera celle qu'on aura ajoutée en premier, et on ira vers la droite. Le troisième soir, c'était Motzei Shabbat cette année, 5781, on en rajoutera une à gauche des deux premières, et on allumera vers la droite, et ainsi de suite, de façon à ce que l'allumage se fasse toujours vers la droite. Alors pourquoi on fait de cette façon-là? Quelle est la logique? Qu'est-ce qui a poussé le Shulchan Aruch et la majorité des poskim à adopter cette façon de faire, à encourager en tout cas cette façon de faire? Eh bien, c'est une règle qui concerne le service au Beth Amikdash, le service au temple de Yerushalayim. Les Kohanim, quand ils apportaient les sacrifices au Beth Amikdash et qu'ils devaient monter sur la rampe et qu'ils devaient parcourir quand ils devaient faire un certain parcours pour faire leur service, quand ils avaient plusieurs façons de faire ce même parcours, eh bien, ils devaient choisir la droite. Par exemple, le Kohen qui doit monter pour asperger le sang d'un sacrifice qu'on appelle Khatat, il doit asperger ce sang-là sur les 4 coins du Misbéar, sur les 4 coins de l'autel sur lequel était brûlé le sacrifice. Donc il doit prendre le sang de la bête qui vient d'être égorgée, qui a été apporté par celui qui a fauté. Et donc il prend le récipient qui contient le sang, il monte la rampe du misber, il monte la rampe de l'autel. Quand il arrive en haut de l'autel, il pouvait aller vers la gauche, il pouvait aller vers la droite, il aurait fait les 4 coins de toute façon. Eh bien, on lui demande à ce Kohen de d'abord se tourner vers la droite, donc c'est le premier coin qu'il va rencontrer à sa droite, c'est là-bas qu'il va asperger le sang de la bête, et ensuite il va pouvoir continuer son parcours. Kol pniot, chez Atapone, lo yihiyu, et là, les tzad yemin. À chaque fois que tu te tournes, tu dois le faire vers la droite. Vers la droite, c'est pour ça d'ailleurs que certains poskim, quand il faut ouvrir le Heichal, quand il faut ouvrir le rideau du Sefer Torah dans un Bet Knesset, on a tendance aussi à le faire vers la droite pour cette même raison. Quand on prend le Sefer Torah, qu'on le fait sortir du Heichal dans un Bet Knesset, dans la synagogue, et qu'on doit le transporter dans le public avant de l'amener à la Teva où on va le lire, eh bien on sort et on se tourne vers la droite pour faire le parcours. C'est de cette façon qu'on fait, parce que justement, on imite la façon de faire des Kohanim dans le Beth Amikdash. Et bien de la même manière, quand on allume les Nerot de Hanouka, c'est aussi un service. Quand on allume les flammes de Hanouka, c'est aussi un service, c'est aussi une mitzvah. Et donc si on doit se tourner, alors on va se tourner vers la droite. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi le Gaon de Vilna, pourquoi le Tour Zahav donne d'autres façons de faire? Ils donnent d'autres façons de faire parce que d'après le Taz, on dit, ça dépend, tu devrais plutôt ajouter vers la droite et ensuite te tourner vers la gauche. Ça ressemble plus à ce que le Kohen faisait. Ou le Gaon de Vilna, il dit non, la mitzvah du jour, ça doit être celle qui est le plus proche de la porte, donc c'est celle qui est toujours au même endroit. Donc il y avait d'autres façons de faire, mais encore une fois, la façon la plus répandue, et c'est celle qu'on doit choisir, surtout quand on n'a pas de minhag clairement défini, c'est celle du Shulchan Aruch. On ajoute les bougies vers la gauche, et au moment de l'allumage, on
on allume celle qu'on aura rajoutée en premier, et puis on ira ensuite vers la droite. Avant d'allumer, bien sûr, on récite les brachot. Le premier soir, on aura récité 3 brachot, 3 bénédictions. La première, c'est la bracha des mitzvot. Béni sois-tu Hachem, Baruch ata Hachem, Asher Kiddeshanu mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, Vetzivanu, qui nous a ordonné d'allumer les nérodes de Hanouka. Alors vous comprenez, mais Akadosh Baruch Hu, Dieu ne nous a pas ordonné. Ce sont les sages, les chachamim, les sages à l'époque du deuxième Beth Amikdash, qui nous ont ordonné d'allumer ces nérodes de Hanouka. Comment tu peux dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'allumer les nérodes de Hanouka? Eh bien, dans Masechet Ktubot, il y a un Rashi qui le dit clairement. On dit Asher Kiddeshanu mitzvotav, qu'Akadosh Baruch Hu nous a sanctifiés par ses mitzvot et nous a ordonné, même si ce sont des commandements, des mitzvot, midera banan. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on nous dit que quand on a un doute, on va demander au Chachamim et on doit faire verasita kechol asher yirucha, tu feras comme tout ce qu'il te commande, comme tout ce qu'il t'ordonne. Donc respecter les institutions et les mitzvot des Chachamim, c'est une mitzvah d'Hachem, c'est une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah de la Torah. C'est pour ça qu'on peut dire, même pour une mitzvah des Rabbanan, qui est l'allumage des nérodes de Hanouka, béni sois-tu Hachem, qui nous a ordonné d'allumer les nérodes. Pourquoi? Parce qu'il nous a ordonné d'écouter les Chachamim, qui eux nous ont dit d'allumer les nérodes de Hanouka, ou les nérodes de Shabbat, ou les autres mitzvot, des Rabbanan. Ensuite, on rajoute Baruch ata Hachem, béni sois-tu Hachem, Elokeinu melech haolam, She'asa nissim la'avotenu bayamim hahem bazeman hazeh, qui a fait des miracles pour nos pères, bayamim hahem, en ces temps-là, bazeman hazeh, à cette époque-là de l'année précise, donc en ces temps, c'est-à-dire à l'époque du deuxième Beth Amikdash, donc une époque bien reculée, mais bazeman hazeh dans ce temps-ci, c'est-à-dire à cette époque de l'année, c'est là qu'on a eu ce miracle des Hashmonaïm qui ont pu reconquérir le temple comme on l'avait dit. Alors est-ce qu'on dit Bazeman Hazé ou Bisman Hazé? Alors le Mishnah Brura recommande Bisman Hazé, vous le trouverez peut-être dans certains sidorim ponctués de cette manière-là. Cela dit, grammaticalement, Bazeman Hazé c'est peut-être plus correct, et c'est d'ailleurs ce qu'on trouve le plus souvent dans les sidorim, parce que pour une règle de grammaire assez simple, c'est que quand on a un nom et un adjectif avec un he au début qui sert de déterminant, eh bien le déterminant il va être reproduit aussi bien sur le nom que sur son adjectif. Donc ce temps-là, hazeman, hazé, ce temps-ci, ce temps-là, haeved haivri, l'esclave hébreu. Bref, il y a d'autres exemples encore, donc c'est pour ça que le patar qui rappelle le déterminant, il est aussi sous le bet. Bon, c'est une règle de grammaire, c'est peut-être un peu compliqué quand on n'est pas, quand on est un peu novice, mais grammaticalement, bazeman hazé, c'est peut-être plus correct. Ensuite, on a la bracha qu'on ne récite que le premier soir, c'est ce qu'on récite à chaque fois qu'on rencontre une fête qu'on n'avait pas eu l'occasion de vivre depuis l'année précédente. Donc à chaque fête, on l'a dit, c'est qui nous a permis de vivre à nouveau ce moment-là. Et on ne le récite évidemment on ne récite cette troisième bracha que le premier soir. Ensuite, on dit le texte de Hanerot Halalu. Et le texte de Hanerot Halalu est suivi de 44 mots d'après le Maharil. Cela dit, le texte traditionnel séfarade, c'est celui que vous trouverez dans le Patach Eliyahu, lui ne suit pas cette recommandation et il est beaucoup plus long, il a beaucoup plus que 44 mots. On y a bien entendu en plus de cela la mention de l'anissim dans les tfilotes, mais avant de vous parler de ça, j'aimerais juste revenir sur la notion de Sheras Anissim, la Avotenu, qui a fait des miracles à nos pères. Est-ce qu'une personne qui est convertie, elle peut dire cette bracha de Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu Hashem, notre maître roi du monde, qui a fait des miracles à nos pères? Bien. C'est quelqu'un qui est converti, biologiquement, il ne descend pas des Hashmonaïm, il ne descend pas des Judéens qui ont vécu le Nes de Hanouka. Est-ce qu'il peut dire qu'il a fait des miracles à nos pères? Alors d'après le Kitzur Shulchan Aruch, d'après le Rav Shlomo Gansfried, effectivement un converti ne pourrait pas dire cette bracha avec le texte classique, et il devrait dire Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, qui a fait des miracles au Ham Israël, She'asa Nissim le Israël, Bayamim Haem Bazman Hazeh. Cela dit, la halacha est plus communément comme le Rambam Maïmonide, qui lui dit que même un converti peut dire She'asa Nissim la Avotenu, qui a fait des miracles à nos pères. Pourquoi? Parce que spirituellement, on descend
des Judéens. Si quelqu'un adopte les coutumes et adopte le mode de vie et l'idéal juif, on peut dire que spirituellement, il descend d'Abraham, donc lui aussi fait partie du peuple d'Israël. On peut dire que ses pères spirituels, qui étaient les juifs à l'époque des Hashmonaïm, ont vécu des miracles, donc il peut dire la bracha comme le veut le texte classique, et c'est ça la halacha la plus répandue. Encore une fois, les jours de Hanouka sont des jours où on remercie Akadosh Baruch Hu. Alors de quelle façon on le remercie? Avec la mention du Halanissim dans la Tfila, donc dans la bracha de Modim, la bracha on reconnaît l'avant-avant-dernière bracha, celle de la Hamida, du Shmone Esrei, c'est la bracha de Modim, celle où on se prosterne, et c'est là-bas qu'on va ajouter le texte de Halanissim. Et on va le rajouter aussi dans le Birkat Hamazon, aussi dans Oda'a, dans la deuxième bracha du Birkat Hamazon, la deuxième bénédiction du Birkat Hamazon, là on reconnaît, c'est là qu'on va rajouter le Halanissim. Alors, si on a oublié ce fameux Halanissim, eh bien, tant qu'on est dans la bénédiction, on peut se reprendre et le dire. Si maintenant on est arrivé à Baruch Ata Hashem, Baruch Ata, et on a dit Adnout, on a dit le nom d'Hashem, eh bien, on ne peut plus se reprendre. C'est fini, on doit terminer la bracha, Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Ulchan Elehodot pour la Hamida, ou Baruch Ata Hashem, Al Haaretz Val Amazon, dans le Birkat Hamazon, donc on a dans la bracha d'Oda, dès qu'on a dit le nom d'Hashem, on ne peut plus reprendre la bracha pour mentionner le Halanissim. Voilà pourquoi. Alors pourquoi on ne reprend pas? Après tout, il y a des textes qui, si on les oublie, obligent à recommencer. Par exemple, un Melech HaKadosh, etc. Certaines mentions des Chagim, il y a les Viavo pour Rosh Chodesh. Pourquoi ça serait différent le Halanissim? Eh bien, en fait, tout ce qui est une fête des Rabbanan, nous disent les poskim, les décisionnaires, c'est rapporté dans le Mishnah Brura, tout ce qui est fête des Rabbanan n'oblige pas à recommencer. Ça veut dire, quand on mentionne quelque chose pour Hanouka ou pour Purim, qui sont des fêtes qui ne sont pas mentionnées dans la Torah, qui ont été instituées par les Chachamim beaucoup plus tard, eh bien si on les a oubliées, on n'oblige pas à recommencer la bracha. Les Chachamim, même s'ils ont institué ces fêtes-là, ils n'ont pas obligé à recommencer la bracha pour les mentions qu'on aurait oubliées. Cela dit, le Rama, il dit au nom du Kolbo, il rapporte au nom du Kolbo, qu'il y a quand même une possibilité de réparer cela, si on a oublié le texte, c'est de le mentionner dans le Birkat Hamazon, dans les Harachaman, c'est-à-dire une fois qu'on a terminé les 4 bénédictions du Birkat Hamazon, on dit toutes sortes de tfilotes qui commencent par Harachaman. Eh bien, on rajouterait un Harachaman supplémentaire pour Hanouka, on dit Harachaman, le miséricordieux, Yarasé Nissim, qui nous fasse des miracles, Kemo Sharasal a voté, nous, Bayamim Mahem Bazmanazé, comme il a fait à nos pères, Bayamim Mahem, en ces temps-là, dans cette époque-là, Bazmanazé, à cette période-ci de l'année, et on rajouterait Bimé Matatia Ben Yohanan Kohen Gadol, toute l'histoire de Hanouka qui est citée dans le Halanissim, et on pourrait le dire aussi à la fin de la Hamida, enfin, pour tous les 8 jours de Hanouka, Bezrat Hashem, on dit le Hallel entier. Et dire le Hallel entier, ça signifie quelque chose, surtout pour le Minhag Sefarad, c'est qu'on pourrait dire la bracha même si on est seul, alors que dans le Minhag Sefarad, on ne dit la bracha qu'en Tzibour, en Chutz Laaretz en tout cas, et on dit, et le texte de la bracha changerait. Si chez les Ashkenazim, on dit Likro et Hallel, que le Hallel soit entier ou que le Hallel soit abrégé, pour les jours de Hanouka, pour le Minhag Sefarad, la bracha, elle va changer. Si tu dis le Hallel entier comme pour les jours de Hanouka, eh bien tu dis Ligmoret Hallel, comme pour tous les jours de Sukkot, premier jour de Pessah. Mais si on dit le Hallel abrégé, on ne dit pas Ligmoret Hallel, béni sois-tu Hachem, qui nous a ordonné de terminer le Hallel, mais on dirait béni sois-tu Hachem, Baruch Hachem, Hashakideshen, Metzot Avetsivanu, Likroet Hallel, ça c'est quand c'est le Hallel abrégé. Les jours de Hanouka, étant donné qu'on lit le Hallel entier, eh bien on dira la bracha, même si on n'a pas l'occasion de dire ce Hallel en Tzibour avec un minyan au Bet Knesset, avec un quorum de 10 personnes, on dit quand même le Hallel et on dit l'Igmor, et face à Hachem, qu'on puisse toujours mieux célébrer la fête de Hanouka, et qu'on puisse, de la même manière que les Hashmonaïm ont inauguré le Beth Amikdash en leur temps, qu'on puisse voir nous aussi, Bemhera Be'amenu, l'inauguration d'un nouveau Beth Amikdash avec tout leur Israël. Hanouka Sameach à tous.